Ce soir, on va parler voyage. Voilà, donc on va parler voyage avec Muammer, effectivement, qui est un ami maintenant de longue date de moi. Ça fait bien 5 ans qu'on se connaît, je crois. Hein. Oui. 5 ans, ouais, oui. En fait, on s'est rencontrés lors du début d'un de ses projets. Donc, j'avais eu l'occasion de le suivre lors de son tour du monde en 80 jours sans argent. Un voyage dont on va beaucoup parler d'ailleurs ce soir. Et puis ensuite, ils avaient fait le même concept un petit peu à travers la France avec une 2 chevaux. Donc, ils ont parcouru avec son ami et son frère de cœur, on peut dire, Milan Billman, la France en 2 chevaux, et pareil, sans argent. Et donc, j'étais allé les rencontrer devant la cathédrale, qui était le point de départ de ce voyage. Hein, c'est bien ça? Exactement. Ouais, ouais. Et donc, effectivement, tu fais tous tes voyages la plupart de tes voyages en duo avec lui. Et donc, celui qui a vraiment marqué les esprits, c'est ce tour du monde en 80 jours sans argent. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le principe de ce voyage? Oui, donc merci de m'inviter à votre émission. Ça fait longtemps que j'étais pas trop sur les réseaux. J'ai décidé en 2021 de quitter les réseaux sociaux, donc je me suis un peu déconnecté pour écrire, pour faire des films, pour créer de nouvelles choses. Et donc c'est la première fois qu'on découvre ma moustache. Voilà, j'ai une grosse moustache que je présente ce soir en direct. Alors merci Nico pour cette introduction. Merci Jean-Pierre de m'inviter à votre projet. Et je suis très content d'être avec vous ce soir en direct avec tout votre public. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on m'appelle aussi le voyageur optimiste parce que je suis un hyper optimiste. Mais effectivement, je fais beaucoup d'aventures avec Milan, mais j'ai fait beaucoup de voyages aussi avec tout seul des fois avec ma femme, des fois avec ma mère. Donc les aventures, depuis quelques années, c'est avec Milan. Ça a commencé en 2014 avec un tour du monde. On est parti avec un sac à dos le 9/9/2014 de Paris avec la conviction qu'il y a des gens bien partout dans le monde et on s'est dit on va y aller sans argent parce qu'on va nous aider et on était convaincus et c'était la meilleure manière pour nous de prouver qu'il y a des gens bien partout dans le monde. Donc c'était quand même partir à l'inconnu, de partir avec nos 2 sacs à dos de Paris, mais voilà, doucement on est parti et au fur et à mesure ça a confirmé nos pensées et puis ça s'est relativement bien passé. Même s'il y a quelques jours où on n'a pas beaucoup mangé, même si on a eu des moments plus difficiles que d'autres, même si on a vécu des choses que d'habitude on ne vit pas, c'était une aventure unique, exceptionnelle et incroyable. Voilà, inspiré de Jules Verne et de son livre Le Tour du monde en 80 jours, inspiré de Nu et culotté, Nance et Moots, qui sont des amis de Milan et des connaissances maintenant, inspiré de J'irai dormir chez vous, mais aussi très inspiré de Philippe Frey, qui était mon prof à l'université. Ah, et oui. j'ai fait 2 aventures, une dans le... Je l'ai aussi comme prof, il est exceptionnel. Hein. Ouais. C'est l'homme des déserts, lui. Oui, il a fait tous les déserts du monde. Ouais. Et donc avec lui, on a fait le Sahara au Tchad et aussi un film sur les peuples de l'Omo en Éthiopie. Et là, j'ai beaucoup appris aussi et ça m'a beaucoup donné du courage à l'aventure. Et voilà, donc ce tour du monde, pour donner un petit peu l'itinéraire, on est parti de Paris, on est passé à Strasbourg, en Allemagne, on a traversé toute l'Europe, la Roumanie, la Bulgarie, et on est arrivé à Istanbul, où là, on s'est fait voler notre caméra. Mais heureusement, c'était une caméra de rechange, on avait une deuxième caméra. Et du coup, on a pu quand même filmer toute l'aventure. Ensuite, à Istanbul, on a dormi dans un hôtel 4 étoiles, on a été invité et on a repris la route, on a traversé toute la Turquie. Là, c'était vraiment assez facile parce que l'hospitalité en Turquie est vraiment exemplaire. Ouais, exemplaire et c'était impressionnant. On a pris pas mal de camions, on a dormi dans la mosquée à Ankara, on a fait du ballon en Cappadoce, comme dans le livre de Jules Verne. C'était la petite pensée pour le livre. Et puis, on est arrivé en Iran, mais le problème, c'est que Milan n'avait pas son visa.
Sans problème. Il a pensé qu'il n'avait pas besoin et en fait, si. Et du coup, on a dû refaire demi-tour, retourner à Erzurum, la grande ville où il y a une ambassade iranienne, pour faire la demande de visa. Et on ne savait pas si ça allait nous prendre un jour, une semaine ou un mois. Et du coup, ça remettait en cause notre voyage. C'est peut-être qu'on ne pouvait pas le faire. Et les 80 jours, quoi. Il y avait toujours le chrono des 80 jours qui tournait, quoi. Donc, voilà. Ça met une petite pression. Donc là, on a pleuré, c'était pas facile, mais au bout de 7 jours, on a eu le visa, on est parti en Iran, et là, on a découvert un pays exceptionnel. Entre ce qu'on dit de l'Iran et tous les stéréotypes qui se sont accumulés depuis des années, et le peuple iranien, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que dans les news, on nous parle souvent de politique et des grands, enfin voilà, des ceux qui gouvernent le pays, mais le peuple, il est exceptionnel. Vraiment très, très gentil. On a dormi chez l'habitant, on a mangé avec eux, on a dansé, on a chanté. C'était exceptionnel. Et là-bas, j'ai pas dit au revoir, j'ai dit à bientôt. Parce que j'avais tellement hâte de retourner en Iran pour découvrir encore plus ce pays. Même si on l'a traversé rapidement, j'ai toujours dit à bientôt. Et j'y suis retourné 2 fois depuis. Voilà l'Iran, le Pakistan. Donc là, arrivé à la frontière pakistanaise, c'était quand même le plus Donc, tu as grand... traversé le désert du Baloutchistan, là, à ce moment-là. Exactement, voilà. Ça, c'était la grosse inconnue. D'après mes recherches, il y a quelques mois auparavant, il y a un Italien qui s'est fait tirer dessus. Il y a 2 Hollandaises qui avaient pris un bus, mais qui finalement se sont fait kidnapper et on les a jamais retrouvés. Il y a une bombe qui a explosé à Quetta il y a 2 jours. Et nous, on est sur cette route, quoi. Donc, c'était assez particulier, mais on s'est fait escorter par la police pour notre sécurité. Donc, a priori, on était en sécurité, mais quand même, ça faisait bizarre d'avoir des hommes armés en face de nous avec des kalachnikovs, même si c'était pour nous protéger. On n'a pas trop l'habitude. Comment vous mangiez au Pakistan, par exemple? Voilà, au Pakistan, effectivement, très bonne question. On a eu la chance de rencontrer un Ilker, un Turc, qui, au même moment que nous, traversait. Il s'est retrouvé dans le même pick-up que nous. Ouais. Et lui, heureusement, avait de l'argent. Et heureusement, il nous a offert de l'eau, à manger, l'hôtel, au moment où on était escorté. Parce que quand on était escorté, c'est plus difficile d'aller demander aux gens, bien sûr, parce qu'on est avec la police. Et donc, c'est lui qui en charge tout. Et même à Quetta, on devait prendre un train pour aller à proximité de l'Inde. Et lui, il prenait ce même train, que son objectif, c'était le Népal, et il nous a payé le train. Donc, pendant 3 jours, c'est lui qui nous a pris en charge, en quelque sorte. Donc, j'ai revu, car il est en Turquie, à Bursa, et j'étais très content de le revoir. Avec lui. Voilà, donc le Pakistan, au final, beaucoup de craintes et d'inconnus, mais ça s'est bien passé. Et le beau souvenir du Pakistan, c'est que dans le train, 26 heures de train, hein, pour dire. Pour rejoindre Lahore, c'est ça? Pour rejoindre Lahore, ouais. Et Jean-Pierre, tu connais bien, tu étais déjà au Pakistan? Oui, je connais toutes ces régions, plutôt bien, oui. Ouais. Ah, super. Et donc, imagine, on est dans le train, on nous vend des billets, mais on nous dit, OK, je peux vous en vendre des billets, mais j'ai plus de place assise. J'ai plus de couchette. Je vous vends un billet, mais il n'y a pas de place pour vous. Ah, d'accord, OK. On dit, oui, pas de problème, pour qu'on monte quand il y aille. Et là, heureusement, les Pakistanais sont très gentils, ils nous laissent la place. Et plus tard dans la soirée, des jeunes nous disaient, venez dans notre wagon et tout. Donc, on va dans leur wagon. Et là, à un moment, on fatigue et il dit, vous voulez dormir? Il dit, oui. Il dit, allongez-vous là dans cette couchette et cette couchette. Et là, on se réveille le lendemain et on voit que les personnes qui nous ont invités dans leur couchette dormaient par terre. Ont dormi par terre. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, tu peux t'imaginer avoir payé ton train en France et laisser ta place à quelqu'un, même assise? Non. On ne pourrait pas faire ça. Et là, j'ai halluciné, quoi. Donc ça, c'était vraiment très, très beau de voir cette gentillesse. Hospitalité incroyable, ouais. Ça, c'était fabuleux. Et voilà, donc on a finalement à Lahore, on n'était pas loin de la frontière, on a traversé une frontière très célèbre.
Et là, on est arrivé en Inde, à Amritsar. On a pris le train pour New Delhi. Voilà, on a traversé l'Inde, le Pakistan, l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour. Et Singapour, il fallait trouver un billet d'avion. Et on a rencontré là-bas une famille iranienne qui nous a offert un billet d'avion. On s'est retrouvés. Ouais. Est-ce que vous faisiez des radios locales ou est-ce que vous faisiez faire des articles sur vous pour vous faire connaître, des choses comme ça? Oui, on avait une page Optimistic Traveler Facebook qui était très suivie. Et on avait, c'est là que je vous ai découvert, ouais. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à nous suivre. On était impressionnés nous-mêmes. Et ça nous a aidé à avoir pas mal de presse. On a fait pas mal de presse avant de partir. La RP a fait une dépêche. Du coup, on était dans des centaines de sites internet un peu partout. On a fait e-télé avant de partir. On avait fait aussi une agence de presse turque quand on était en Turquie. Donc les gens qui nous connaissaient en Turquie dans la rue, ils disaient c'est vous qui faites le tour du monde. Ça aide beaucoup. Oui. Ouais. Donc à Singapour, on vous paye un billet d'avion. Oui, et là on arrive. Vous arrivez où? À Jakarta? Vous arrivez où? Non, aux États-Unis, à San Francisco. Donc la Californie est à nous, et nous voici arrivés chez J.B. Wood, donc qu'on avait rencontré à Singapour aussi, et qui croyait pas à nous cette histoire. Il disait mais c'est quoi cette histoire? Il croyait qu'on nous racontait des conneries. Regardez, quand il a su qu'on arrivait, il nous a accueillis chez lui. On a passé 2 jours extraordinaires. Lui, il nous a offert un billet de train pour traverser toute l'Amérique. Et du coup, on s'est retrouvés à New York et invités aux Nations Unies. On a fait une petite conférence là-bas. Et ensuite, on a retrouvé encore 2 billets d'avion qu'on nous a offerts. Et on s'est retrouvés au Maroc. On a traversé l'océan à nouveau. Et du Maroc, on est arrivé à Paris après 2500 km de stop. Alors que... Combien de jours alors? Vous étiez dans le contrat, là, les 80 jours? Oui, on est même arrivé au 79e jour, donc un petit peu en avance. Mais on est arrivé au 80e jour à la Tour Eiffel. Donc on a stagné un petit peu, on va dire, à Paris. On est arrivé avant. Et symboliquement, on est arrivé de nouveau à la Tour Eiffel le 80e jour. Alors, tu sais que dans le livre de Jules Verne, il y a 2 personnages. Il y a Phileas Fogg, c'est ça? Yes, et il y a celui qui l'accompagne, qui est son domestique, qui s'appelle Jean Passepartout, un nom assez curieux. Mais par contre, il y a une histoire avec l'inspecteur Fix qui les suit. Parce qu'ils imaginent, quand il est parti, Phileas Fogg, de Londres, comme il y avait eu un casse de banque, ou je ne sais plus trop, un hold-up quelconque à l'époque, c'était en 1872, ils y ont imaginé que ça pouvait être lui qui fuyait l'Angleterre. Donc ils l'ont suivi dans le livre de Jules Verne. On sent qu'il y a la police qui essaye de le tracer pour le récupérer. Effectivement, et c'est ce qui met le suspense à ce livre. Mais nous, personne ne nous a suivis et on n'essayait pas de l'arrêter. Donc, on voyageait tranquillement. Et il y a eu des moments de doute quand même. Globalement, je dois dire qu'on avait une énergie qui nous disait « Ok, ça va bien se passer. On va y arriver. » Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au final, vous êtes parti avec rien et par moments, vous vous êtes retrouvé à… Il y a eu des moments difficiles, comme tu as dit, des moments où vous avez un peu galéré à manger, tout ça. Mais à côté, des fois, vous êtes retrouvé à être invité dans des super hôtels. J.B. Wood aux États-Unis vous a même prêté sa Jaguar. Enfin, c'est des histoires de dingue, quoi, vraiment, qui sont arrivées, qui disent qu'en partant de rien, du coup, c'est improbable de voyager sans bagage et de se retrouver dans une Jaguar parce qu'on nous a prêté une voiture de luxe, ou de se retrouver dans des hôtels 5 étoiles, ou encore de nous offrir des billets d'avion. Alors, t'en tires quoi comme conclusion sur l'humanité? Le monde est bon et encore plus bon qu'on pensait, et loin des informations télévisées, loin de la peur ambiante des news. Le vrai monde, quand on y va, quand on va le découvrir, les vrais gens, quand on va les côtoyer et quand on leur parle, ils sont extraordinaires, ils sont gentils, ils sont bons. Donc il faut expérimenter le monde pour le connaître. Il faut pas rester…
Voilà. Et puis, si ton intention est bonne, si toi-même tu as le cœur bon, eh ben, tu vas rencontrer les bonnes personnes qui vont s'ouvrir et t'aider, t'accompagner dans la vie. Et pareil, de ton côté, tu peux aussi aider les autres. Et c'est un échange. D'où le voyageur optimiste. Voilà. Moi, je suis un hyper optimiste, donc j'ai la chance d'être dans cette énergie toujours positive, de très peu me douter et d'être toujours, voilà, ok, trouvons la solution, avançons et, et faisons. Oui, c'est le mot. Pour te présenter pleinement, Inama, franchement, il faudrait au moins 5 fois le tour d'une bière parce qu'il y a quand même pas mal de casquettes. Hein. Donc, on a parlé là de voyageurs, il y a aussi réalisateur, pilote de drone, musicien, des projets vraiment dans tous les sens. Tu débordes toujours l'idée. Et juste par rapport au voyage, là, donc on a beaucoup parlé par rapport au tour du monde. Est-ce qu'il y a encore d'autres les autres voyages? Je sais que tu as voyagé dans quoi? Je crois 90 pays, 100 pays, quelque chose comme ça. Oui, j'ai eu la chance de voyager à travers 90 pays dans le monde aujourd'hui. Et effectivement, j'avais déjà fait beaucoup de voyages avant. Alors, j'aime bien cette petite histoire. Quand j'avais 17 ans, c'était mon premier grand voyage aux États-Unis. Alors, à l'école, c'était organisé. Donc, moi, je vais voir mon père et je lui dis, eh, papa, il y a un voyage organisé aux États-Unis. Il me dit, bah, c'est super. Et je dis, je peux y aller. Il me dit, oui, bien sûr. Et, et là, je lui demande, ouais, mais ça coûte un peu. Et il me dit, ben oui, tu travailles et tu vas. Je dis, mais les copains, c'est les parents qui payent. Il dit, ben oui, mais chez nous, c'est pas comme ça. Tu travailles, tu gagnes de l'argent et tu y vas. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'était une leçon de vie extraordinaire. Donc, dire comme ça à tout, à ses enfants, et c'est la plus belle des éducations, parce que j'ai appris à travailler, j'ai appris à gagner, et j'ai appris que si à 17 ans, je peux me payer moi-même l'Amérique, eh ben, je peux me payer le monde. Quand je suis arrivé là-bas, ça m'a ouvert au monde. Parce que j'ai su que, voilà, il suffisait de faire plein de petits boulots, d'économiser un petit peu d'argent et que je pourrais aller partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment une grande ouverture pour moi, une belle éducation. C'est la transmission de la responsabilisation, si tu veux. Hein. Oui, exactement. Ouais. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé, mis de l'argent de côté, fait des voyages. La grande aventure, c'était effectivement le tour du monde. Et ensuite, on a continué, on est allé à Haïti parce qu'on avait récolté des dons pendant le tour du monde. $7 300 qu'on a investi pour une école et aider les enfants à Haïti. On a passé quelques mois là-bas. Ensuite, en 2015, et c'est là qu'on s'est connus, Nico, on a fait le tour de France en 2 chevaux, et là, tu étais le premier à nous dire hey, OK pour vous faire le plein d'essence. Et nous, c'était la grande question, est-ce que les gens vont accepter de nous faire le plein d'essence? On fait le tour de France sans argent, OK, ça on connaît, voyager sans argent, mais demander à quelqu'un de nous mettre de l'essence dans la voiture, on ne pensait vraiment pas que c'était possible. Tu as été le premier à nous l'offrir. Et en plus, tu nous as offert un additif, je me rappelle bien. Et c'est sûr que de la part d'un malvoyant, c'était complètement fou pour nous, parce qu'on ne connaissait pas trop ce monde-là non plus. Et on n'avait pas trop d'amis dans ce sens. Donc, c'était une belle rencontre. Merci encore. Et on a commencé comme ça. Donc, c'était beau. Et on a fait ce Tour de France. Et chaque année, on fait des petits voyages. Mais en 2016, on a fait une grande aventure encore. C'était notre deuxième grande aventure. On est parti en Afrique. On a demandé aux gens, c'est quoi ton rêve? Et on a appelé ce voyage I Have a Dream Africa. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à tout le monde leurs rêves et on a réalisé les rêves. On a réalisé 18 rêves. On a changé le toit d'une maison de Mama Jane, parce que quand il pleut, l'eau, elle rentrait dans la maison. Et donc, elle ne pouvait pas dormir, ça mouillait son grain, son blé. Du coup, voilà, on lui a changé ça, on a offert des chaises roulantes, on a monté des arbres. Et c'était un beau voyage. Et on a fait encore une fois un film documentaire donc, qui s'appelle I Have a Dream et qui va être disponible bientôt sur notre page Vimeo, Optimistic Traveler. On demande à la demande.
Et ensuite, ce voyage était très fort parce que pendant le tour du monde, on s'est dit waouh, on a quand même commencé par un voyage un peu vraiment tour du monde sans argent, c'était fort quand même. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Et on a beaucoup appris pendant le tour du monde et on pensait que voilà, on avait tout fait, mais non, loin de là. Le voyage en Afrique, ça nous a encore beaucoup appris et ça nous a appris quelque chose de très important, c'est que le plus beau des bonheurs, c'est d'aider l'autre. C'est que quand on aide l'autre et qu'on voit les yeux qui brillent, quand on reçoit un merci, et quand on se rend compte qu'on a eu un impact positif dans la vie des autres, waouh, Bah, ça, c'est le plus joli mot, hein. Quand quelqu'un te dit merci, c'est. ouais. Ouais. Et du coup, marcher et voyager en aidant les autres, c'était encore un voyage exceptionnel où on a encore beaucoup appris, un film très émouvant que j'ai partagé récemment avec des copains qui ont pleuré et ça m'a rappelé que oui, à chaque fois qu'on projetait ce film dans des festivals, dans des salles, on a eu la chance de le projeter dans plus de 20 pays dans le monde, peut-être même 30, et à chaque fois beaucoup d'émotions. Donc je suis très content. Et j'ai oublié de dire aussi avant, on a aussi bien sûr une série télé du Tour du Monde qui est passée sur la chaîne Voyage, sur au Portugal, à la télé au Portugal, en Russie, dans les avions Air France. On a un film de cinéma, on a fait une pièce de théâtre, un one-man show. Ah d'accord. Vous l'avez joué où? Vous l'avez joué? Pas mal en Alsace, à la petite country et dans quelques villages, dans des grandes salles. Et on fait aussi des conférences un peu partout dans le monde pour partager ces aventures. Et c'est pas fini, hein. On a fait encore beaucoup de voyages. Bon, je peux pas citer tous les voyages qu'on a fait, mais le dernier voyage qu'on a fait, si vous voulez qu'on en parle, c'est de la marche, parce que je sais que vous aimez beaucoup la marche, vous deux. Et du coup, on a fait le Santiago de Compostelle. On est parti de Irún, Camino del Norte, par le nord, et on a traversé l'Espagne, le nord de l'Espagne, jusqu'à Compostelle, 800 km, mais tout ça sans bagages. Ah. Et sans déchets, en plus. Il y avait un double défi là-dedans. Donc l'idée, c'était de ne pas faire de déchets et pas de bagages. Donc tout dans les poches. Wow, d'accord. Donc à chaque fois, il y a un défi de construire avant de partir, en fait. Hein, un défi ou en tout cas un concept. Hein. Ouais, il y a toujours un message qu'on veut faire passer dans tous nos voyages. Tour du monde, c'était de montrer qu'il y a des gens bien partout. L'Afrique, c'est que le bonheur, c'est le plus beau c'est d'aider l'autre. Et de retrouver ses rêves, de réfléchir de nouveau à ses rêves et d'aider les autres à les réaliser. Et là, sur la marche, c'était le minimalisme, de montrer qu'on s'en rend souvent de beaucoup de choses et la vie est plus simple avec peu de choses. Et donc, c'est une invitation au minimalisme dans le voyage, mais aussi dans la vie. Et aussi, voilà, le côté écologique. L'objectif était pas de déchets, du coup, zéro bouteille plastique, mais aussi pratiquement aucun produit emballé. Donc, ni acheter un yaourt, ni acheter une tablette de chocolat, ni acheter tous les produits emballés qu'on connaît. J'ai acheté un paquet de flocons d'avoine en un mois. Donc, c'était beaucoup de fruits, beaucoup de fruits secs en détail. Donc, on allait chercher les fruits qui vendent en détail. Et aussi, on a beaucoup mangé à l'extérieur. Ça, on peut le dire, donc dans des petits restaurants, dans des petites tavernes. Oui. Et dans ton quotidien aujourd'hui à Strasbourg, qu'est-ce que tu vois qui a changé dans ton rapport à ton quotidien en regard de tout ce que tu as eu comme expérience de voyage? Énormément de choses. C'est sûr que ma vie... Enfin, tout le monde évolue dans la vie, mais c'est sûr que quand tu voyages et que tu vois des lacs pleins de poubelles, des rivières infestées, des plages qui ressemblent à des déchetteries, et quand tu vois la pollution dans le monde, bah, ça fait mal au cœur et forcément tu te responsabilises, tu te dis ok, et alors il faut faire quelque chose. Donc c'est moi aussi je produis ces déchets. Si j'achète
3 bouteilles plastiques tous les jours, que j'achète des produits emballés tous les jours, que je mets tout ça dans des sachets, je participe. C'est-à-dire que ça va où tout ça? Ça va peut-être dans une poubelle, peut-être dans la rivière, peut-être dans la mer. Enfin, je ne sais pas comment ça se... Mais je suis responsable, donc il faut faire attention. Donc oui, bien sûr, à Strasbourg, je recycle. J'ai du compost. Je recycle à la poubelle jaune, c'est-à-dire les papiers et le plastique. Je recycle le verre. L'alimentation qui a beaucoup changé aussi. L'alimentation, ouais, qui a beaucoup changé. Ouais, aussi l'alimentation a beaucoup changé, mais ça c'est parce que j'aime beaucoup pratiquer aussi des petits défis personnels, c'est apprendre, beaucoup apprendre, j'ai soif d'apprendre, et merci à Milan qui m'a beaucoup éveillé dans ce sens, parce que au bout d'un certain temps dans la vie, on a l'impression que ok, on apprend que à l'école et maintenant il faut travailler. Il faut travailler tout le reste de la vie et on n'a plus le temps d'apprendre. Et comme si j'avais tout fait déjà et que c'est le côté un peu vieux. Voilà, maintenant je suis un petit vieux, je ne vais plus retourner à l'école. Et Milan m'a un peu éveillé, et c'est bien d'avoir quelqu'un qui a 10 ans de moins que toi pour te réveiller dans ce sens. Et du coup, la soif d'apprendre, on se motive les uns les autres aussi. Donc on a déjà fait un stage de froid, on a déjà fait plein de choses différentes, mais aussi un jeûne thérapeutique, c'est-à-dire 7 jours, 10 jours sans manger, que de l'eau. J'ai pratiqué ça, ouais. Combien de jours 10 une fois, ouais. Wow, bravo. Ouais. D'autres fois moins. Ouais. Mais bon, moi j'ai aussi un rapport à la nourriture, je fais très attention, ouais. Tout en me permettant des excès de temps en temps, tu vois, le temps d'une bière, par exemple. Voilà. C'est sûr qu'après ce jeûne, mon alimentation a beaucoup changé pour répondre à ta question, Nico. Et du coup, j'ai eu envie de manger de viande. Je n'achète plus de produits industriels, emballés, trop marketés, tout ça. Je vais beaucoup au marché, chez des paysans locaux. J'essaye de manger de saison. Je cuisine beaucoup moi-même, à couper mes petits légumes. Donc, mon alimentation, c'est essentiellement fruits et légumes. Et, oui. Et puis, plutôt local, de saison et bio, si c'est possible. Il y a d'autres choses aussi sur laquelle j'aimerais revenir parce qu'il y a un pays, je trouve, qui vous relie beaucoup. On a déjà parlé du Pakistan que Jean-Pierre a beaucoup fréquenté. Mais je crois que tous les deux, vous avez aussi beaucoup été marqués par l'Inde. Et notamment, depuis peu, tu enseignes le yoga, me semble-t-il. Hein. L'année dernière, on a fait un stage de yoga. C'est Milan qui m'a motivé. Moi, le yoga, je ne connaissais absolument pas. Pour moi, c'est un truc de nana là, qui font ça. Je ne savais pas trop ce que c'était. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Milan m'a dit allez, on va faire ça. Donc, on a fait un stage intensif de 3 semaines pour être professeur de yoga. Donc, ça s'appelle le TTC. Tous les profs de yoga ou les pratiquants de yoga connaissent. Et du coup, je suis prof de yoga. Donc, et c'est fou parce que depuis un an, je pratique pratiquement quotidiennement, le yoga pendant presque 1 heure. Donc, ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Et ça discipline de vie, ouais. C'est une discipline de vie qui m'a permis d'être plus souple, plus fort et de me sentir plus léger. Et ça, je suis très content. C'est comme de faire un petit massage à soi-même tous les jours, de s'étirer les différentes parties du corps. Et ça fait beaucoup de bien. Et je pense que dans notre marche de Compostelle, c'était un élément très important qui nous a permis de le faire avec moins de souffrance et moins de douleur, parce que j'ai remarqué que sur le chemin de Compostelle, beaucoup des marcheurs ne s'échauffent pas, ne s'étirent pas, ne font rien, ils se lèvent, ils marchent, ils arrivent, ils prennent la douche, ils dorment. Donc il n'y a pas beaucoup d'étirements, on ne prend pas soin de son corps après tous ces efforts. C'est dommage. C'est quand même dommage, parce que c'est un pèlerinage. Et un pèlerinage, c'est quand même pour écouter son corps. Et le corps, il demande toujours une préparation quand on part pour des grands efforts. Ouais. Et du coup, nous, comme on est professeur de yoga,
on a offert des cours. Donc, des fois, quand on était dans des auberges et qu'il y avait pas mal de monde, et on disait, bon, écoutez, demain matin, 7h15, on vous offre un cours de yoga. Donc, ceux qui veulent participer, vous êtes la bienvenue. Et du coup, on a de temps en temps, comme ça, offert des séances de yoga. Et Donc, je comprends de mieux en mieux, toi, en écoutant ton portrait se dessiner à travers tes mots et ton optimisme. Je comprends pourquoi voyageur optimiste. Voilà. Et je crois que tout le monde va le saisir. Et ça, c'est du bonheur d'arriver à, tu vois, au bout d'un entretien, de pouvoir comprendre pourquoi l'intitulé d'un site, par exemple, tu vois. Oui. Mais écoute, on arrive au bout de notre demi-heure. Moi, ce que je propose à tout le monde, c'est d'aller voir sur ta page. Il y a le site internet aussi, surtout maintenant, hein, parce que comme il fait une pause un peu sur les réseaux sociaux, c'est avant tout le site internet qu'il faut aller regarder. Hein. Oui, Nico, mais ça n'empêche pas les gens, les gens qui suivent notre direct d'aller faire un tour sur sa page ou de s'abonner à sa chaîne YouTube et puis de découvrir un peu plus Mohamed et puis peut-être de l'inviter s'il passe par là ou peut-être de faire des projets avec lui ou voilà. Ça ne va pas que dans un sens. Je veux dire, tu as voyagé gratuitement, tu as offert des choses, tu as voyagé après, tu as offert des choses. Et moi, en fait, un peu l'essence de cette émission, c'est l'amitié, mais c'est aussi le partage. Et le partage, ça passe par des échanges. Ben moi, justement, c'est ce que je voulais un petit peu souligner parce que c'est vrai que, bon, voilà, j'étais allé à sa rencontre, j'avais payé le premier plein. Mais je veux dire, depuis, il m'a beaucoup boosté aussi dans mon parcours de vie, inspiré notamment hein, en lisant ses livres, en regardant ses films. Ouais. Et puis concrètement, il m'a aussi ouvert une certaine porte, on va dire. Par exemple, récemment, quand il a organisé une soirée conférence avec plusieurs proches à lui. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une expérience très très forte parce que c'était vraiment la première fois que j'avais comme ça un quart d'heure pour présenter mon parcours à une salle. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé parce que quelque part, c'est là que tu peux te rendre compte que effectivement, tu peux aussi, toi aussi, apporter quelque chose aux autres. Et donc, je voulais vraiment le remercier d'offrir ces opportunités-là. Donc, effectivement, comme on disait, le partage, c'est vraiment un grand cercle. Un coup, on reçoit, un coup, on donne. Quoi. Donc, c'était vraiment une soirée très, très forte pour moi et je voulais vraiment le remercier d'ouvrir ces portes-là. Eh ben, t'es remercié. Teşekkür, on dit en turc, c'est ça? Ouais, merci toi aussi d'y avoir participé. Et dans la série des défis et l'envie d'apprendre, Nico m'a aussi invité un jour à venir faire une marche, mais à l'aveugle. Donc, il m'a donné des lunettes, différentes lunettes, une avec juste un tout petit trou, où voilà, je voyais, en fait, c'est comme lui. Et là, wow, c'était déjà pas évident. Après, il m'a donné des lunettes, je vois tout flou. Donc, je vois que des taches de couleur. Et là, c'était encore plus compliqué. Ah ouais. Et j'ai fini avec des lunettes noires, donc où tu vois plus rien. Et là, tu dis, ah oui, la différence entre malvoyant et aveugle, c'est très, très différent. Et donc, j'ai beaucoup réussi à faire ça. Et, enfin, je me suis mis un petit peu en empathie, un peu plus, parce que j'ai compris des choses qu'avant, je ne connaissais pas. Et donc, c'était une belle expérience de faire cette marche. Ça a duré 3-4 heures, je crois, et c'était fatigant. Je vais te dire un truc, Muammer. Moi, il m'a mis des lunettes noires, il ne me les a jamais reprises. Donc, toi, tu es aveugle. Aveugle, oui. Ah ouais, toi, c'est noir complet, ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'absence de vision totale. Bon, on va arrêter là. On va pouvoir discuter un peu en dehors du direct, mais on va arrêter là. Parce que voilà, on a établi une émission d'à peu près une demi-heure. On va respecter un peu nos engagements. En tout cas, moi, je tiens à te remercier, Nico, de m'avoir présenté Muammer et on va se rencontrer un de ces jours. Avec plaisir. Et donc, merci à vous deux et puis merci à ceux qui nous suivent. Donc, voilà, on se retrouvera donc prochainement encore pour d'autres émissions. Il y a pas mal d'autres personnes là qui ont candidaté pour participer. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez tout à fait nous contacter, que ce soit Jean-Pierre ou moi, pour si vous avez des projets, si vous avez
un parcours à présenter, c'est une passion. C'est vraiment ouvert, très très large comme émission, et donc c'est avec plaisir qu'on vous répondra. Alors, merci à tous. c'est pas toujours, mais il y a à côté de moi un jeune homme qui a fait le Tour de France en trottinette. Donc je vais juste il Je s'appelle. l'ai vu dans 20 minutes. Je l'ai vu dans le journal 20 minutes. Donc c'est Trotman qui est avec moi. Donc je veux juste vous faire un petit coucou, mais il a fait le Tour de France en trottinette pendant 5 mois. Il est parti jusqu'à la Corse et il va continuer son voyage. Mais voilà, comme ça, il vous fait un petit coucou. Voilà. Salut l'homme à la trottinette. Écoutez un petit peu, là, je suis arrivé à la fin, mais c'était très intéressant. Bon, ben, tu pourras le réécouter en replay sans problème, sur les réseaux en tout cas. Merci à vous deux. Et puis à bientôt de toute façon. Salut. Salut.